Bonjour, la communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la société du jugement ou la réalité derrière les discriminations. Alors tout d'abord, pour les nouvelles arrivants, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube qui a pour objectif de parler de sujets d'actualité, de sujets de philosophie, de sujets de sociologie. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment on arrive à un point où quand on ne pense pas justement en fonction du cadre imposé par la bien-pensance ou du mouvement de la pensée unique, comment on arrive à un point où dans cette société, on peut facilement être traité, on peut facilement être jugé de raciste, de sexiste ou de complotiste. Donc voilà. Alors le but dans tout ça, ce n'est pas tant d'écouter l'audio et de rentrer chez soi. Le plus important, c'est que cet audio soit un point d'appui pour enrichir un débat dans l'espace des commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec la communauté, à partager vos connaissances, à partager vos savoirs, à partager votre vision des choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à tout de suite. Et bien sûr, n'hésitez pas de liker et bien sûr de vous abonner pour ne recevoir les prochaines notifications. Voilà. Alors, actuellement, l'impression que j'ai, c'est que l'on vit dans une société où il est facile d'être traité de raciste, facile d'être traité de homophobe ou de complotiste. Mais tous ces mots sont d'autant de mots qui dénoncent des actes discriminants à l'égard des personnes qui en sont visées. Cela peut être les femmes, les homosexuels, les transsexuels, les personnes en minorité raciale, les juifs, et plus récemment, les personnes en surpoids. Ok. Il y a aussi un mot que j'ai oublié de vous dire, c'est un mot qui dénonce les discriminations que subissent les handicapés. Ça s'appelle le capacitisme. Ok. Cependant, quelle est la réalité derrière tous ces mots? Est-ce que l'on peut quantifier le niveau de discrimination envers une personne pour que l'un de ces mots soit justifié et que cela en devienne une réalité objective, une réalité rationnelle et concrète? À partir d'où commence une discrimination et à partir de quand elle se termine? Pour cela, il faudrait qu'il y ait une structure de pensée dans laquelle toute la population soit en accord pour parler de discrimination. Il faudrait que l'on suive d'une certaine manière tous des codes communs pour donner de la crédibilité à tous ces mots. Et que d'une certaine manière, la perception de ce qu'est une discrimination ne peut pas être objectif comme le fait de se faire frapper ou crier dessus. Parce que, à partir du moment que l'on se fait frapper, il y a des blessures, il y a des séquelles. Cela peut être quantifié d'une manière rationnelle et objective. Elle est très visible. Cependant, la perception d'une discrimination est particulièrement floue parce que cela dépend d'une certaine manière de la vision de chacun, de l'interprétation intime de ce qu'est une discrimination, de ce qui est moral ou immoral. Cela, d'une certaine manière, est intimement lié à nos propres limites à développer de l'empathie ou, au contraire, notre propre limite à la compréhension d'une situation. Et que je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez bien me comprendre. Nous allons prendre l'exemple du mot grossophobe.
Alors, la grossophobie, c'est un comportement hostile qui discrimine les personnes souffrant d'obésité ou de surpoids en général. Cependant, à partir de quand commence la grossophobie? Est-ce qu'il y a une réaction corporelle ou mentale qui peut indiquer la grossophobie, comme le fait de se faire frapper ou crier dessus? Bien sûr que non. Donc, c'est quoi la grossophobie? Je vais vous prendre un exemple. Imaginons une personne qui est très obèse. Et cette personne obèse va prendre le train. Cependant, il est tellement gros, tellement massif, qu'il prend 2 places au lieu d'en prendre une. Est-ce qu'il paye les 2 places? Si c'est le cas, la SNCF aura tôt de se faire traiter de grossophobe, car indirectement, cela peut être perçu comme discriminant et injuste à l'égard de la personne souffrant d'obésité. Cependant, le contraire serait injuste envers la SNCF. C'est-à-dire que si la personne obèse prend 2 places et n'en paye qu'une, d'une certaine manière, la SNCF est perdant. C'est injuste envers eux parce qu'ils perdent du chiffre d'affaires et sont pénalisés à l'accueillir. Donc peut-être que la solution, c'est de fabriquer des sièges qui sont plus larges. Mais d'une certaine manière, au final, en pensant faire preuve de tolérance, en pensant faire preuve de progrès social, fabriquer des sièges spéciaux pour les personnes obèses, cela peut encore être perçu comme de la discrimination. Car cela crée une distinction entre l'obèse et les autres passagers. Donc cela peut être perçu comme humiliant, comme un moyen, pas un moyen, mais d'une certaine manière, ce qui crée une séparation entre l'homme normal et l'homme en surpoids. Cela peut également indirectement inciter la société à complaindre l'obèse dans son handicap de surpoids. L'obèse à rester obèse, en s'adaptant à lui. Mais en même temps, ne pas fabriquer de nouveaux sièges, cela peut être perçu comme une politique de rejet et de non-assimilation des personnes en surpoids. Dans tous les cas, on peut renverser le carré dans tous les sens. Dans tous les cas, d'une manière subjective. La SNCF peut être toujours perçue comme discriminant envers les personnes en surpoids. Cela est un exemple créé de toutes pièces par mon imagination. Ce n'est pas quelque chose de réel en soi. Mais c'était pour bien vous signaler que la réalité de tous ces mots que j'ai cités en début de la vidéo, le mot racisme, homophobe, etc., leur réalité même est floue, est plus nuancée et complexe qu'il n'y paraît. Quand commence une discrimination et où se termine-t-elle? Quand commence un acte rabaissant? Quand commence un acte humiliant? Eh bien, la réponse que je vais vous donner, peut-être qu'elle peut paraître bizarre, mais il n'y a pas de réalité ultime, car aucune structure réelle de pensée collective est mise en place pour que l'on soit tous en accord pour la bonne utilisation de ces mots. Alors certes, il y a des définitions dans le dictionnaire. Cependant, la définition elle-même reste subjective. Même si cela nous paraît clair et précis. Cela nous paraît clair et précis selon notre propre projection. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation de ces mots et la perception d'une discrimination touchent directement notre corps émotionnel et pas notre corps rationnel. Et à partir de ce moment-là,
l'utilisation de ces mots pour désigner une discrimination devient plus vaste et hautement plus nuancée, plus complexe. Et surtout, plus subjectif. Comme avec l'exemple de la personne obèse, ce qui est discriminant pour l'un est normal et respectable pour l'autre. La perception d'une discrimination est plus intime qu'autre chose, et plus personnelle. Elle peut exister dans l'esprit de chacun, mais pour certaines personnes, elle n'existe pas. Cela dépend de notre sensibilité. Cela dépend de nos idéaux à défendre. Cela dépend de notre perception, de notre réaction émotionnelle, mais surtout de notre identité. Voyez ce que je veux dire? Le racisme, par exemple, peut être mélangé aux problèmes de l'ordre social, liés à la pauvreté et aux conditions de vie de chacun. Mais cela, encore une fois, cela dépend de la vision de chacun. Est-ce que l'on peut quantifier le racisme? Est-ce qu'on peut quantifier la gravité de ce qu'est un acte discriminant envers une personne de minorité raciale? Voyez ce que je veux dire? Le complotisme peut être mélangé à une personne qui développe une pensée différente du mouvement de la sphère médiatique. Le sexisme peut être lié ou mélangé à des personnes qui ont des valeurs et une organisation familiale différente de ce que prône le féminisme moderne. L'homophobie peut être mélangée à une personne mal à l'aise à prendre le sauna avec une personne ouvertement gay et qui le revendique. Tout cela peut être perçu comme discriminant, alors que, au final, ces situations ne sont pas objectivement discriminants, car cela en vient de l'interprétation de chacun, de la vision de chacun. Encore une fois, et je le répète, cela en dépend. Où est-ce que l'on se situe et où est-ce que l'on quantifie la discrimination? Dans ce cas-là, à partir du moment qu'une discrimination est purement personnelle, dans une grande majorité des cas, souvent c'est comme ça, il y aura toujours des racistes, il y aura toujours des sexistes, il y aura toujours des homophobes, il y aura toujours des transphobes également, par exemple. Parce que cela en suit une logique très simple. Quelle logique à votre avis? C'est que la réalité de ce qu'est la perception de ce qu'est un acte discriminant évolue de pair également avec notre environnement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas justement purement que personnel. Ça évolue de pair avec nos conditions de vie. Ce qui n'était pas discriminant à une époque où les conditions de vie étaient plus rudes et difficiles, elle l'est aujourd'hui. On serre le verrou indirectement sur la perception des discriminations au fur et à mesure que nous avons un confort de vie qui évolue et devient plus conséquent dans le mode de vie de chacun. On change de vision du monde et de psychologie en conséquence. De ce fait, on devient plus sensible. On devient plus facilement impacté d'un acte de violence, même si elle est limitée. De quelconque violence. Je vais vous prendre un exemple. Le racisme, à une certaine époque, pouvait s'exprimer à une mise aux enchères d'esclaves noirs qui étaient nus et vendus à des propriétaires de cultures de coton. Cette mise aux enchères était raciste, car on postulait que l'homme noir était inférieur aux blancs. De ce fait, on hiérarchisait les races. Cela correspondait parfaitement à la définition du racisme originel que l'on peut voir dans le dictionnaire. Mais, selon la vision d'un homme vivant au XIXe siècle, est-ce que
c'était réellement du racisme? Est-ce que cela était réellement immoral? Est-ce que cela était réellement inhumain? Peut-être pas. Peut-être que selon sa vision des choses, dans le contexte de l'époque, et selon ses conditions de vie, ce qu'il voyait était parfaitement moral et normal. Aujourd'hui, c'est inacceptable. C'est inacceptable selon notre point de vue. Comme il y a des choses inacceptables aujourd'hui du point de vue de l'homme du 19e siècle. Tout est un jeu de subjectivité, d'une certaine manière. Et prendre conscience de ça nous rend très humbles vis-à-vis de nos certitudes. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, une personne peut devenir officiellement raciste à partir du moment que dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de se comporter, dans sa manière justement de concevoir les situations, il sort du cadre imposé de la bien-pensance. Exemple, il fait un mot de travers. Il fait un sous-entendu. Il fait un acte ou des paroles qui n'ont la très grande majorité des cas aucun rapport avec la hiérarchisation des races ou de soumission d'une race sur une autre, ou quelquefois il dit une blague. Une personne ayant un comportement spontané et authentique sur un plateau télé peut facilement, officiellement, être traité de raciste et avoir cette étiquette de raciste. Le problème dans tout ça, c'est que quelquefois, on peut ramener facilement un problème social à un problème de race. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une vision du monde binaire et simpliste, mais quelquefois dépourvue de bon sens et de compréhension. Et cela en va également de toutes les discriminations perçues. En conséquence, juger une personne de commettre un acte discriminant est très limitatif et s'apparente à une paresse de la pensée, mais empêche la bonne analyse de la situation et de voir le problème dans son ensemble. En conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour le régler. On peut tourner en rond quelquefois comme ça, parce qu'on se limite à une interprétation subjective de la situation. Cependant, quelquefois, ce qui peut être vu comme rabaissant, humiliant ou dégénérescent au final peut être accepté et soutenu par la société. Cela est vrai particulièrement si cela suit le mouvement du capitalisme et permet d'enrichir le système en stimulant l'économie. Je vais vous prendre un exemple. Pensez simplement à la pornographie et à l'industrie du sexe en général. Est-ce que cela est fortement condamné dans la société? Oui et non, parce que cela en dépend de la vision de chacun, encore une fois. Mais plus sérieusement, quelles sont les mesures prises pour sincèrement arrêter la profusion de sexe à grande échelle dans laquelle la femme sera vulnérable à se faire rabaisser par un homme fort et vigoureux? Il n'y en a presque pas, ou très peu. Du moins à moindre échelle. Dire que j'ai 18 ans sur un site pornographique permet de pouvoir accéder à un large éventail de photos et de vidéos qui mettent en avant l'intimité même de la femme, et gratuitement, sans aucun contrôle, jusqu'aux actes sexuels qui mettent en avant le corps dénudé de la femme, qui se fait salir en long et en large, selon l'interprétation subjective de chacun. Est-ce que cela est condamnable? Au contraire, pour certaines personnes, cela peut être perçu comme un signe de libération sexuelle, un signe d'émancipation, un signe artistique quelquefois, de pouvoir briser les tabous dictés par la société d'une certaine manière. Mais pourquoi interdire la tradition
que deux hôtesses fassent un simple bisou sur la joue d'un coureur cycliste après chaque étape du Tour de France. Ça, par contre, c'est perçu comme dénigrant et rabaissant pour la femme. Jusqu'à interdire la pratique, la tradition. C'est comme l'impression qu'un simple bisou sur la joue en portant des fleurs est plus rabaissant et discriminant pour la femme que de se faire baiser en long et en large, en travers, nue et soumise, dans des vidéos sur Internet. C'est à peine croyable, à première vue, d'en arriver à un tel niveau de contradiction. C'est à croire qu'il n'y a rien à comprendre sur la perception de ce qu'est un acte rabaissant. Que ça va dans tous les sens. C'est comme condamner en prison à perpétuité un homme qui colle un chewing-gum sous le bureau d'une classe, mais à côté de laisser libre un meurtrier qui vient de tuer une personne avec 37 coups de couteau. C'est absolument illogique et insensé. Mais pourtant, tout est plus que logique. Pourquoi ? La pornographie représente plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. C'est l'une des plus grosses industries d'Internet. Proche de 50 milliards par an de bénéfices, la pornographie rapporte près de 50 milliards de dollars par an. Le sexisme, dans ce cas-là, ou du moins ce qui peut être perçu comme rabaissant, est timidement condamné. Quand un mouvement enrichit l'économie, un marché, le capitalisme, un acte perçu comme dénigrant est plus facilement accepté. Cela est la loi du capitalisme. On développe une vision de libération et d'émancipation qui va dans le sens du capitalisme. Mais ce qui va à l'encontre aux intérêts de l'économie et du capital peut être plus facilement condamné. Comme l'exemple des hôtesses qui vont faire un bisou au vainqueur du Tour de France. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai dit, il faut rester humble vis-à-vis de nos certitudes parce qu'on ne comprend pas forcément les intérêts qu'il peut y avoir derrière. On ne peut pas forcément comprendre exactement, avoir une vision d'ensemble et comprendre les objectifs derrière. Mais souvent, les intérêts sont économiques. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus nuancées concernant ce que l'on perçoit comme des discriminations. Et comme je vous l'ai dit, cela doit nous rendre plus humbles vis-à-vis de nos certitudes. On peut s'apercevoir qu'il peut y avoir des intérêts, des rapports de force et des idéaux dans toute forme de jugement qui dénoncent une discrimination. Et que rien en soi n'est absolument binaire, tout noir ou tout blanc, mais plutôt nuancé de couleurs. Rien n'est fixe car la perception de ce qu'est une discrimination, morale ou immorale, dépend de l'époque, dépend de nos conditions de vie, dépend du contexte social, de l'idéologie dominante et des intérêts économiques. À cela, rien n'existe en soi, car il n'y a que des projections de notre propre réalité individuelle ou collective. De ce fait, puisque les discriminations existent au travers du prisme de nos émotions, de notre interprétation subjective et de nos idées, eh bien la perception même de ce qu'est moral ou pas sera en perpétuel changement et évolution parce que le jeu de l'esprit est impermanent. Dans le futur, peut-être que l'on va développer d'autant plus de sensibilité concernant la perception de ce qu'est un acte discriminant. Et il va falloir être minutieusement attentif à chaque son qui sort de la bouche. Faire attention à ne pas développer des comportements trop marginaux pour ne pas être jugé et condamné. Ou au contraire, on développera moins de sensibilité vis-à-vis d'elle
et elles existeront au travers de formes plus concrètes comme des agressions physiques ou des insultes. Mais cela, encore une fois, dépendra de nos besoins sur le moment et de nos conditions de vie. Je pense que, naturellement, notre société est gâtée de confort, gâtée de technologie. Notre frigo est rempli de nourriture. De ce fait, on a le luxe de pouvoir se permettre de vivre au travers du prisme de nos idées, car étant mentalement disponible à le faire, jusqu'à devenir une société composée de personnes se sentant facilement menacées ou impactées si toute personne sort légèrement du cadre imposé par la bien-pensance ou n'étant plus en accord avec ce cadre, le dit progrès social. Conclusion, et ça c'est peut-être juste ma propre vision des choses. Peut-être que tout est un jeu d'équilibre, développer de la sensibilité pour éviter l'anarchie, sans trop en développer pour éviter de bâtir une société du contrôle et du jugement. Mais où trouver cet équilibre ? Quelle en doit être sa fréquence ? Est-ce que l'on sera tous alignés à être en accord avec ce nouvel équilibre ? Ce qui est discriminant ou pas ? Ce qui est moral ou immoral ? Est-ce que l'on sera tous en accord avec ce nouvel équilibre ? Ni trop sensible, ni pas assez. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de commenter pour partager vos connaissances et votre vision des choses. Je serai impatient de lire vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci à vous. Au revoir.